COP27 à Sharm el-Sheikh en Égypte. Le Premier ministre par intérim a pris la parole cet après-midi. Colonel Abdoulaye Maïga a insisté sur les défis liés au climat, les efforts du gouvernement de transition et le respect de la promesse des partenaires pour le financement des projets sur les changements climatiques. Visite de terrain du chef d'état-major du poste de commandement interarmé du théâtre Est de l'opération Maliko. Le colonel Youssouf Traoré est dans la 7e région militaire à Tessalit. Le but de sa mission est de s'enquérir des conditions de travail des troupes et de recenser leurs préoccupations. Le Mali célèbre ses légitimités traditionnelles le 11 novembre prochain. En prélude à la journée, le RTM Tombouctou est allé à la rencontre de celle de la 6e région. Elles avouent recevoir plus de considération et d'honneur de la part de la société depuis la réception des insignes et attestations. Elles sont aussi beaucoup plus sollicitées pour la prévention et la gestion des crises. Des trophées décernés hier soir à 12 acteurs humanitaires. C'était à l'occasion de la première édition de la Nuit des trophées des initiatives. La soirée de reconnaissance du mérite est née de la volonté de notre compatriote Malamine Kone, PDG du groupe Ernest, et soutenue par les autorités de la transition. Merci à vous qui nous suivez ici au Mali comme ailleurs dans le monde. Bonsoir et bienvenue aux informations. Discours du Premier ministre par intérim à la COP27 qui se tient à Sharm el-Sheikh en Égypte. En s'adressant aux participants, colonel Abdoulaye Maïga a d'abord rappelé les défis liés au climat avant de présenter les efforts en cours au Mali pour soutenir les populations vulnérables. Nous l'écoutons au micro de nos envoyés spéciaux Agibou Koulibaly et Mbarakou Maïga. Les hautes autorités du Mali accordent un ordre de priorité élevé aux défis posés par les changements climatiques, en raison de notre vulnérabilité particulière au plan climatique, environnemental et écologique. La COP27 se tient à un moment où le monde est à la croisée des chemins et peine à transformer la promesse des sommets mondiaux successifs sur le climat en dividendes des mieux-être et d'une prospérité partagée pour les habitants de notre planète. Elle se tient également à un moment où mon pays, le Mali, un État avec une superficie d'1 231 238 km² et aux 2 tiers désertiques, est confronté à de nombreux défis liés au changement climatique. Des défis rendus encore plus ardus par l'accumulation de crises sécuritaires, politiques, économiques, humanitaires et sanitaires. Ces défis et vulnérabilités créent un terreau fertile à la dégradation de l'environnement et son corollaire d'érosion de la résilience des populations, illustré par le phénomène des personnes déplacées internes, des réfugiés, de la migration de masse et de l'exode rural. Le Mali est désireux d'aller vers une transition écologique et énergétique juste et équitable, soutenue par des moyens de mise en œuvre adéquats et conséquents. Dans cet ordre d'idées, le chef de l'État a décidé dès son investiture, le 7 juin 2021, de renoncer immédiatement aux 2 tiers des fonds de souveraineté alloués à la présidence de la République, afin de les consacrer à des œuvres sociales. Ce programme présidentiel d'urgence sociale a permis à ce jour la construction de 213 forages sur toute l'étendue du territoire national, ayant permis aux populations vulnérables et aux couches défavorisées d'avoir accès à l'eau potable. Cette initiative d'atténuation aux effets des changements climatiques entre dans sa phase de croisière et sera consolidée par les actions vigoureuses contenues dans le plan d'action du gouvernement, qui prévoit en moyenne le reboisement de 100 000 hectares par an, la restauration des terres dégradées du fait de l'avancée du désert et de la dégradation des lits et des berges des principaux cours d'eau dans le fleuve Niger et le fleuve Sénégal, la reprise des travaux du barrage de Taoussa, ainsi que la construction des centrales photovoltaïques à travers le pays. Et cela permettra au Mali d'augmenter la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique à l'horizon 2030. Animé de la volonté de diriger les questions environnementales au rang de priorité, le président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, a engagé le gouvernement dès le Conseil des ministres inaugural tenu le 17 juin 2021 à prêter une oreille attentive à l'adaptation et à l'atténuation des populations au changement climatique.
Le chef du gouvernement par intérim a aussi abordé l'épineuse question du financement. Il appelle les plus gros pollueurs à assumer pleinement leurs responsabilités dans la lutte contre les changements climatiques. Les promesses non tenues sont de nature à affecter la survie de l'humanité, dit-il. Nous l'écoutons. Il est impératif que les partenaires techniques et financiers se mettent davantage à l'écoute de nos besoins et surtout que tous et chacun s'assurent que leurs interventions sont en adéquation avec les 3 principes clés définis par le président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, en matière de coopération et de partenariat avec le Mali. Il s'agit du respect de la souveraineté du Mali, du respect des choix stratégiques et des partenaires opérés par le Mali, et enfin de la prise en compte des intérêts vitaux des populations. En termes de principe de la responsabilité commune mais différenciée, l'Afrique n'est responsable des émissions cumulées mondiales que de 4%. Par conséquent, il est important que les plus gros pollueurs assument pleinement leurs responsabilités dans la lutte contre les changements climatiques. En effet, les promesses non tenues sont de nature à affecter la survie de l'humanité. Enfin, la République du Mali reste convaincue, aujourd'hui plus que jamais, de l'importance de conjuguer nos efforts communs et d'agir ensemble de manière sincère et transparente afin que la présente COP27 ne soit pas une messe de plus, encore moins un rendez-vous manqué pour l'humanité dans la quête de préservation de la planète Terre et dans notre ambition collective d'assurer un développement durable pour les générations présentes et futures. Que Dieu sauve notre planète, que Dieu préserve l'humanité, notre faune et notre flore. En marge de la COP27, le Premier ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga, a rencontré ce mardi le Premier ministre de la République arabe d'Égypte, Mostafa Madbouli. Au menu des échanges, le renforcement de la coopération entre les deux pays en matière de sécurité et de développement. Le Premier ministre par intérim a transmis à travers son homologue égyptien les salutations fraternelles de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, à son Excellence Abdel Fattah al-Sisi, président de la République arabe d'Égypte. Le colonel Abdoulaye Maïga a félicité son homologue pour l'organisation réussie de la COP27 qui fait la fierté de l'Égypte et de toute l'Afrique. Le chef du gouvernement par intérim a magnifié les relations d'amitié et de fraternité qui unissent la République du Mali à la République arabe d'Égypte. Le ministre de l'Éducation nationale, Sidibé Dédé Ousmane, prend part au sommet d'Istanbul sur l'éducation organisé par la Fondation Marif de Turquie. Le thème de ce second sommet d'Istanbul sur l'éducation est l'avenir de l'école, les besoins post-pandémiques de l'éducation. En marge de la rencontre, la délégation malienne conduite par la ministre de l'Éducation nationale, Sidibé Dédé Ousmane, ainsi que celle du Cameroun et d'Ouzbékistan ont rencontré Recep Tayyip Erdogan, président de la République de Turquie à Istanbul. Le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes participe depuis ce matin à Dubaï au 9e Forum pour la paix. Ce forum est une initiative du Cheikh Abdallah bin Baya, le Moutfi d'Abu Dhabi et un grand artisan de paix. Le ministre Koné a invité les religieux du monde en général et du Mali en particulier à maintenir ce climat de paix et la cohabitation pacifique dans le respect mutuel entre les religieux. Les 26 nouveaux membres du Conseil national de transition, CNT, ont pris contact ce matin avec l'institution. Ils ont été accueillis par le premier vice-président du CNT qui les a souhaité la bienvenue. Ces nouveaux conseillers ont ensuite reçu leurs macarons, leurs écharpes et d'autres documents de travail. Ils seront officiellement présentés lors de la prochaine plénière le 17 novembre prochain. Le chef d'état-major du poste de commandement interarmé du théâtre Est de l'opération Maliko est à Tessalit, 7e région militaire. Le colonel Youssouf Traoré vient s'enquérir des conditions de travail et de vie des hommes sur les théâtres des opérations, s'assurer de la poursuite des missions régaliennes et recenser leurs préoccupations. Le compte-rendu de Agali Aguissa avec l'appui de la DIRPA. La délégation conduite par le chef d'état-major du poste de commandement interarmé du théâtre Est de l'opération Maliko a rencontré le chef du détachement militaire sur place
avant de visiter le camp et ses emprises. Les échanges entre le représentant du commandant du théâtre Est de l'opération Maliko, le colonel Youssouf Traoré, les chefs du bataillon du lieutenant-colonel Brahima Sogodougou et son staff ont porté sur la situation sécuritaire à Tissélit. Un moment opportun pour encourager les hommes de troupes à mieux accomplir leur mission de défense du territoire national. L'objectif, c'est de venir prendre contact avec les hommes, les féliciter, les encourager, transmettre toutes les félicitations du commandement. À notre arrivée, nous avons vu des hommes engagés, déterminés, prêts à défendre le Mali. Les visiteurs du jour étaient accompagnés par le commandant de la région militaire numéro 7 et chef secteur 2 de l'opération Maliko. Le colonel Idrissa Traoré n'a pas manqué de passer les messages du commandement militaire. Ces messages sont relatifs réellement à la montée en puissance des FAMA et c'est surtout lié aussi au comportement malsain de certains de nos hommes. Je pense que le message a bien passé. La délégation avait rendu une visite de courtoisie au contingent tchadien de la MINUSMA. Ici, le colonel Youssouf Traoré a salué la bonne collaboration entre les FAMA et les forces tchadiennes. L'avant-projet de constitution enjeux, défis et opportunités pour le Mali du XXIe siècle. C'est le thème d'une conférence de presse organisée par CRI 2002, Cercle de réflexion et d'information pour la consolidation de la démocratie. Boubacar Bablé-Touré pour plus de précisions. Après l'élaboration de l'avant-projet de constitution, l'heure est à la redevabilité pour parfaire le document. Un exercice auquel s'est prêté le Cercle de réflexion et d'information pour la consolidation de la démocratie au Mali, CRI 2002. Il s'agit pour l'organisation d'informer l'opinion sur sa contribution à cet avant-projet de constitution. Vous prenez cet avant-projet de constitution, il y a 195 articles, ça veut dire qu'il y a plein de problèmes qui se trouvent dedans, qui divisent les Maliens et les Maliens. Et il revient en ce moment aux Maliens de se dire que chacun ait sa vérité. Donc nous allons travailler sur un certain nombre de thématiques, comme la problématique de la cohabitation, qui est un fait du XXIe siècle. Il y a également le problème de la laïcité. Il faut le régler. Le thème retenu pour cette conférence est l'avant-projet de constitution, enjeux, défis, opportunités pour le Mali du XXIe siècle. Un thème interpellateur. Le choix de ce thème, c'est le fondement même de notre système démocratique. Parce que la Constitution n'est ni plus ni moins que l'organisation de la démocratie et de l'état de droit dans un pays donné. Le Mali du XXe siècle n'est pas le Mali du XXIe siècle. Au XXIe siècle, mais il y a eu la révolution des réseaux sociaux. C'est la révolution des pays envahis par le terrorisme. Alors face à ces questions, comment nous pouvons adapter, mettre en face, n'est-ce pas, la future constitution. Cette conférence de presse est le début d'une série d'activités que CRI 2002 entend mener pour une meilleure compréhension du texte par les Maliens. Session de formation sur la mobilisation et la participation accrue de la société civile sur l'amélioration de la gouvernance du secteur extractif au Mali. La finalité est de permettre aux acteurs de la société civile de contribuer davantage au développement du secteur minier au Mali et au profit des Maliens. C'est une initiative de la Banque mondiale à travers le projet de gouvernance du secteur minier au Mali. Jules Sambou-Sissoko. Les acteurs de la société civile sont un maillon important de la chaîne de transparence des industries extractives, avec une incidence sur l'amélioration de la gouvernance des ressources naturelles du pays. Cette session de formation s'inscrit parfaitement dans ce cadre. Afin de mieux apprécier l'intérêt de cette formation, il faut rappeler la place qu'occupe le secteur minier dans l'économie malienne. En effet, le secteur minier a contribué au budget national à hauteur de 457 milliards et 564 milliards respectivement en 2020 et 2021. La présente formation de la Banque mondiale vise 3 objectifs majeurs que sont accroître la connaissance des OSC sur les grands enjeux du secteur minier, outiller les OSC sur les mécanismes de bonne gouvernance et enfin renforcer vos capacités sur le suivi et les mécanismes de plaidoyer adéquats dans le secteur minier. Ce cadre de renforcement des capacités, qui fait suite à bien d'autres, porte sur 4 modules judiciaires. Le premier module aura trait aux grands enjeux actuels du secteur minier. Le second module, quant à lui, traitera du contexte actuel du secteur extractif au Mali. Le troisième module présentera les réformes minières de 2019 à ce jour et l'apport des organisations de la société civile dans cette réforme. Et enfin, un 4e module rappellera le rôle des OSC dans le processus de litieux et de la bonne gouvernance du secteur extractif.
prennent part à la session des représentants des organisations de la société civile venus des régions du Mali et du district de Bamako. Le Conseil malien des transporteurs routiers vient de lancer une opération d'assainissement dénommée Bamako Ville propre et coquette. Le CMTR est accompagné par la mairie de Bamako et tous les syndicats des transporteurs routiers de la capitale. L'opération qui vise à dégager tous les grands dépôts d'ordures de Bamako a été lancée au marché de Médina Koura par le ministre des Transports et des Infrastructures. Reportage Souleymane Sidibé avec la voix de Boubacar Kanouti. Le Conseil malien des transporteurs routiers s'engage à faire la ville de Bamako l'une des villes les plus propres et coquettes du monde. Le projet est lancé ce dimanche à travers une opération Bamako Ville propre et coquette. Une opération qui consiste à évacuer tous les dépôts d'ordures de la capitale. Pour bien mener l'opération, le Conseil a mobilisé tous les syndicats des transporteurs routiers du district de Bamako avec un gros moyen. Actuellement, la ville de Bamako est vraiment débordée par des tas d'ordures. Je veux dire que les marchés, je parlerai aussi des routes, les emprises, en tout cas, et les lieux culturels sont tous joncés des tas d'ordures. Donc nous, au niveau du Conseil malien des transporteurs routiers, donc l'idée nous est venue d'organiser une opération d'assainissement dans le district de Bamako. L'initiative est très salutaire. C'est pour montrer que les transporteurs doivent jouer leur partition pour l'assainissement de la ville de Bamako. Nous sommes très contents de cette initiative du Conseil malien des transporteurs routiers qui parle du marché, parle de la propriété. Ces dépôts d'ordures nous dérangent ici beaucoup. Le ministre des Transports et des Infrastructures félicite le Conseil malien des transporteurs routiers pour cet appui aux efforts des autorités de la transition. La situation actuelle du pays fait que nos transporteurs ont décidé, en tant qu'opérateurs, d'accompagner les plus hautes autorités. Donc je me réjouis de l'activité de ce matin et je leur dis merci, merci, merci pour tout ce qu'ils sont en train de faire pour accompagner la transition. La situation dans laquelle nous sommes avec les problèmes des dépôts de transit, les ordures se trouvent partout. Nous, en tant que ministère en charge encore des infrastructures, là où nous sommes, c'est une chaussée qui est même pratiquée, une chaussée roulable. Donc les ordures se trouvent sur la chaussée. Et les ordures sur la chaussée, avec la saison des pluies, ça crée des dégradations précoces. Bientôt, les sites d'ordures de Bamako seront un mauvais souvenir. Le Conseil malien des transporteurs routiers et ses partenaires, dont la mairie du district de Bamako, enlèvent ainsi une épine des pieds des populations de la capitale. La Banque mondiale accompagne le gouvernement dans le cadre de la promotion de l'élevage. L'appui porte sur la formation des élèves vétérinaires et des professionnels. Une trentaine bénéficient de bourses de formation à Dakar. Leur mise en route a été faite cet après-midi par le ministre en charge du développement rural. Reportage Awaditma Kamara. L'élevage contribue à hauteur de 15% au PIB du Mali. Il est à ce titre l'un des piliers de l'économie. De nombreuses actions sont mises en place par les autorités et leurs partenaires pour accompagner ce secteur à travers la formation des acteurs. C'est pourquoi 31 personnes, dont 29 bacheliers et 2 professionnels, reçoivent leur bourse pour une formation en médecine vétérinaire à l'école inter-État des sciences et médecine vétérinaire de Dakar au Sénégal. Le ministère du Développement rural a lancé un appel à candidature le 17 août 2022, ce qui a engendré en tout cas une candidature massive de 363 étudiants qui ont postulé. Cette initiative du PRAPS-PADEL est financée par la Banque mondiale. Les bacheliers bénéficieront d'une formation de 6 ans et 4 ans pour les professionnels. Ceux-ci remercient les autorités pour l'opportunité. Par ces gestes, le gouvernement malien et ses partenaires vont sans faute contribuer à briser une des chaînes de désespoir, d'exclusion, voire de pauvreté dans beaucoup de familles. Ces 31 boursiers représenteront le Mali à Dakar, une occasion pour le ministre Keïta de leur prodiguer des conseils. L'école inter-État des sciences et médecine vétérinaire de Dakar au Sénégal, que vous allez fréquenter, est ouverte à plusieurs nationalités. Vous y serez les ambassadeurs de notre pays. Cela requiert de vous le sérieux,
le travail, la discipline, le respect des lois du pays hôte, la courtoisie et la collaboration avec les autres étudiants. La performance des services vétérinaires est une priorité des autorités de la transition à travers le département du développement rural. Le PRAPS-PADEL accompagne le Mali dans la formation des docteurs en médecine depuis 2017. Ce sont une vingtaine de professionnels qui ont été formés dans ce sens. Awadit Makamara nous informe que chaque boursier a reçu un ordinateur. Ouverture ce mardi à Bamako d'une formation de 5 jours à l'intention des membres du collectif des enseignants-chercheurs pour la rénovation du secteur de la santé. La cérémonie d'ouverture des travaux était présidée par la ministre de la Santé et du Développement social. On en sait un peu plus avec Koumba Sissi. Puisque les effectifs sont pléthoriques dans les universités au Mali, le système éducatif doit être réformé, raison pour laquelle le collectif des enseignants-chercheurs pour la rénovation du secteur de la santé renforce les capacités techniques de ses membres sur le système LMD et la pédagogie médicale dans le secteur universitaire. Dans un contexte de changement manifeste où les étudiants toujours plus nombreux se présentent à l'enseignement supérieur avec des niveaux disparates, le formateur ne peut plus se contenter de transmettre ses connaissances de façon classique. Les superviseurs se trouvent parfois face à des personnes en formation présentant des difficultés de raisonnement clinique et peuvent se sentir démunis. 5 jours durant, les participants doivent apprendre plusieurs notions pour surmonter les nombreuses difficultés auxquelles les enseignants-chercheurs sont confrontés. Pendant ces journées, vous aurez à échanger sur les thèmes majeurs, à savoir le système LMD et la pédagogie médicale. L'un comme l'autre répond aujourd'hui aux besoins de notre système éducatif. L'appropriation de ce système s'avère nécessaire par les acteurs du système de formation et d'enseignement si l'on veut lui assurer une implantation réussie. La mise en œuvre de ce système dans le contexte médical nécessite de relever un certain nombre de défis, dont l'amélioration de la gouvernance. Cette formation est initiée par le collectif des enseignants-chercheurs pour la rénovation du secteur de la santé en partenariat avec le Bureau d'études, d'évaluation et de formation en éducation et le Centre national de la recherche scientifique et technologique. Point Covid. Ce 8 novembre 2022, les services de santé ont enregistré un cas positif sur 379 tests réalisés, 0 patient guéri, 0 décès. Actuellement, 7 personnes sont sous traitement. Pour vous protéger et protéger les autres, suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. La première édition de la Nuit des Trophées des Initiatives s'est tenue hier soir dans la salle des banquets du CICB. Cette soirée de reconnaissance du mérite est une initiative de notre compatriote Malamine Koné, PDG du groupe Ernest. Au total, 12 trophées accompagnés chacun d'une somme d'1 million de francs CFA ont été décernés aux acteurs humanitaires. La cérémonie était présidée par le ministre en charge de l'action humanitaire et celui des Maliens établis à l'extérieur. Les temps forts de la soirée avec Ibrahim Kaokonate et Julie Traoré. Récompenser et reconnaître les efforts fournis par les acteurs de l'action humanitaire qui œuvrent nuit et jour pour le bien-être des populations démunies. Tel est l'objectif recherché par le Trophée des Initiatives lancé par Malamine Koné, PDG de la marque Ernest. Vous êtes récompensés parce que vous vous êtes levés pour nous dire qu'il était urgent d'agir aujourd'hui et chaque jour contre la précarité, la pauvreté, parce que des vies de familles entières sont détruites. Ce sont des enfants, des femmes et des hommes qui sont obligés quotidiennement de faire des choix impossibles pour leur survie. Ce sont des parents qui doivent choisir entre acheter de la nourriture ou des médicaments pour leurs enfants. Ces pionniers et bienfaiteurs interviennent dans le domaine de l'humanitaire et sont engagés au quotidien pour donner le sourire aux orphelins, enfants déficients mentaux, les non-voyants et les malades du cœur, entre autres, à noter aussi les journalistes, les femmes opérant dans le domaine de la transformation et les artistes.
Merci de penser à la Maldem. Merci de chaque fois nous soutenir, parce que vraiment il est très disponible. Les mots me manquent, M. Koné, pour vous dire merci. Mais Dieu est là, il est témoin de tous ces actes de générosité. Il saura vous rétribuer à hauteur de souhait. Cette année, le PDG du groupe Ernest Malamine Koné a été choisi par les autorités pour parrainer la 4e semaine du mois de la solidarité et de lutte contre l'exclusion. Au nom du président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, au nom du Premier ministre par intérim, colonel Abdoulaye Maïga, nous disons merci à M. Malamine Koné pour cette initiative combien encourageant pour nos compatriotes philanthropes et mécènes. Le PDG du groupe Ernest Malamine Koné était malien de la diaspora, un exemple à suivre pour ses œuvres caritatives. Par cette soirée aujourd'hui, nous voyons que le Mali est debout. Quelles qu'en soient les difficultés, contre vents et marées, le Mali sera toujours debout. Et c'est par des soirées humaines comme cela que le Malien retrouve sa dimension humaine, malgré toutes les difficultés dans lesquelles nous sommes. À la fin de la soirée, le PDG du groupe Ernest Malamine Koné a lui-même été primé par Vision Communication pour son leadership. Il a reçu aussi un présent de l'orphelinat Niamber. Pour rehausser l'éclat de la soirée, plusieurs artistes ont fait des prestations. La gestion durable des ressources forestières et fauniques est et demeure une préoccupation pour les services des eaux et forêts. Une rencontre nationale d'échange de 2 jours sur le sujet se tient depuis ce matin à Bamako. Reportage Jules Sambou Sissoko. La deuxième rencontre d'échange entre le niveau national et régional des services des eaux et forêts porte sur une thématique vitale. Il s'agit de la gestion durable des ressources forestières et fauniques, des ressources qui sont mises à mal par plusieurs facteurs, notamment l'insécurité. 2 jours durant, nous allons échanger sur, entre autres, la stratégie pour un meilleur accomplissement de nos missions avec les ressources disponibles, le contrôle de la production jusqu'à la consommation, l'état de mise en œuvre des plans d'aménagement et de gestion, les résultats de la campagne de reboisement 2022, la problématique de l'occupation des domaines forestiers et fauniques. Ce cadre de partage d'informations et d'expériences permet de porter la réflexion sur la rencontre bilan à venir au titre de l'année 2022 et la programmation de 2023. Les ressources forestières et fauniques, socle de notre existence, se dégradent de façon draconienne suite aux effets conjugués des facteurs naturels et anthropiques. Les recommandations qui vont être formulées contribueront à renforcer le dispositif existant pour la préservation des ressources forestières et fauniques. L'ORTM vous présente à partir de ce soir une série de reportages sur les légitimités traditionnelles qui vont célébrer le 11 novembre prochain la première édition de la journée qui leur est dédiée. Pour ce premier numéro, nous vous amenons à Tombouctou où une de nos équipes de reportage a fait un regard croisé sur le rôle et la mission de ces légitimités. Après réception des insignes et attestations, les autorités traditionnelles de la 6e région reconnaissent un changement positif dans la société, considération et honneur en passant par leur implication dans la préservation, la prévention et la gestion des crises. Et Yatandina. La cité lumineuse de Tombouctou a toujours brillé par son organisation sociale depuis le XVe siècle. Cette ville qui conserve jalousement ses symboles et continue de se référer de ces grandes figures qui ont fait la fierté de la mystérieuse. Parmi ces personnalités influentes, Mohamed Nadi, chef de la ville de Tombouctou, Abou Ishaq el-Sahli, Abou el-Qasim el-Tawati, Ahmed Baba, le Pacha Djoudeur et j'en passe. L'influence de ces figures a beaucoup contribué à l'administration sociale, à la gestion des conflits et à la prévention des crises par les mécanismes traditionnels de prévention et de gestion. Cet espoir de Tombouctou renaît par la volonté politique des autorités actuelles de valoriser la fonction des légitimités coutumières et traditionnelles. Une cérémonie de remise des insignes et attestations et une journée dédiée à ces légitimités en fait foi. Nous sommes vraiment fiers de ça. Toutes les légitimités traditionnelles vous disent un grand merci. Ça revient à nous, légitimités traditionnelles, de respecter vraiment cet engagement, de savoir honorer les insignes que nous devons d'avoir. Nous devrons être vraiment impartials. Nous devrons être vraiment ce que le président Assimi Goïta a voulu que nous soyons à l'écoute de tous les citoyens. Le chef coutumier
c'est un premier recours et un ultime recours. Quand l'administration est sans solution devant certains problèmes, donc le chef coutumier, le cadi, les imams, les chefs de quartier sont des recours pour permettre donc de régler ces problèmes. L'intronisation des autorités coutumières relève des communautés qui en font un événement social à la dimension de la responsabilité confiée à la nouvelle autorité. Hommes, femmes, jeunes et vieux prennent part pour magnifier leur attachement à une tradition jalousement conservée. Celui qui a cette charge, il faut absolument qu'il ait un témoignage. Il faut qu'il soit investi parce que c'est une responsabilité qui amène l'intéressé à veiller sur les gens, surtout à veiller sur le comportement des gens. Chaque fois que nous portons ces insignes dans les assemblées, dans les réunions, nous sommes bien accueillis et on sent nettement qu'il y a une considération. Parce qu'évidemment, il y a des gens qui viennent, mais pas beaucoup. Sinon, moi, personnellement, j'ai eu à régler des litiges à l'amiable, ce qui évite aux gens d'aller au commissariat ou bien à la justice. Ces légitimités constituent le levier de la société. C'est pourquoi les autorités de la transition, à travers un décret présidentiel, viennent de dédier la journée du 11 novembre aux légitimités traditionnelles et coutumières du Mali, qui s'inscrit en bonne place dans la refondation du Mali Koura. Sensibiliser les enseignants, chercheurs et les étudiants de l'université de Ségou sur les droits des migrants et le cadre de gouvernance des migrations au Mali en milieu universitaire. Tel est l'objectif d'une rencontre initiée par l'Organisation internationale pour les migrations en partenariat avec l'université de Ségou. Les détails avec Fousseni Samaki. Plusieurs facteurs d'ordre démographique, économique et socio-culturel font du Mali un important pays d'origine de transit et d'accueil pour des milliers de migrants. C'est ce qui justifie cette rencontre qui permet d'outiller les enseignants, chercheurs et étudiants de l'université de Ségou sur les droits des migrants et les cadres de gouvernance des migrations au Mali. La question de la migration concerne chacun d'entre nous et suscite en nous des intérêts divers. Qui ne connaît pas un parent, un proche ou une connaissance ayant entrepris le périlleux voyage vers des contrées bien inconnues, bien idéalisées, paradisiaques. À travers des actions de renforcement des capacités sur les droits des migrants et le cadre de gouvernance des migrations au Mali, l'OIM entend accompagner l'implication de toutes les parties prenantes de la vie publique dans l'atteinte des objectifs du développement durable. Les échanges sur les thèmes comme le pacte mondial pour les migrations, la politique nationale de la migration au Mali vont permettre de sensibiliser les jeunes surtout sur les droits des migrants et la gouvernance des migrations en milieu universitaire. Il est donc important que les droits des migrants soient connus et largement partagés dans la communauté, que tous s'approprient les instruments pouvant permettre une migration régulière. Cette activité s'inscrit dans le cadre du projet Renforcer la protection des migrants en Afrique de l'Ouest et du Centre par une gouvernance consolidée des migrants au Mali. En troisième région, plus de 2000 apprenants sont formés dans 75 centres par l'approche PDT, pédagogie du texte. Cette approche fait l'objet de validation au cours d'une rencontre de 3 jours. Les participants vont définir et identifier les actions majeures pour l'extension progressive de la pédagogie du texte au Mali. Moussokoro Sirimé et Amadou Dolo. C'est un cadre de réflexion qui examine et valide le rapport de l'évaluation indépendante de l'approche d'éducation des adultes utilisant la PDT, pédagogie du texte. Une approche qui ambitionne d'améliorer la qualité de l'éducation en faisant de l'apprenant son propre éducateur et de ce dernier un facilitateur. Et le Mali est le 4e pays de l'Afrique de l'Ouest à l'avoir appliqué. En vue de la validation de l'approche PDT, plusieurs missions de suivi ont été réalisées. Ces différentes missions ont conclu à la pertinence de l'approche PDT. Cependant, la dernière mission des services centraux du ministère de l'Éducation nationale, réalisée en 2018, avait fait des recommandations dont la principale a porté sur la réalisation d'une évaluation dite indépendante.
Cette évaluation a ainsi été commanditée par le consortium Helvetas Mali et le Centre international d'expertise et de formation dans le cadre du programme d'appui de l'éducation non formelle de la coopération suisse. Nous sommes là pour justement voir si cette méthode d'acquisition de compétences en lecture, écriture et calcul qui permet à l'auditeur d'acquérir les compétences nécessaires pour une meilleure insertion sociale et économique est pertinente et si elle mérite d'être utilisée partout au Mali. Les travaux du groupe vont porter sur l'examen du rapport d'évaluation indépendante de la PDT, la définition des étapes pour la validation politique de la PDT et l'identification des grandes actions relatives à l'extension progressive de la PDT à travers le pays. De 2008 à 2021, l'adoption de cette approche aura déjà permis de former plus de 2500 apprenants, dont 758 femmes, 12 conseillers pédagogiques et 19 conseillers communaux en éducation dans les régions de Sikasso et de Mopti. Montée des couleurs, rappel du sens du drapeau national et visite à la station régionale de l'ERTM et à la Comanave. Ce sont entre autres activités qui ont marqué la 20e édition des journées citoyennes à Mopti. Des journées initiées pour raffermer la fibre patriotique sur la jeune génération. Reportage Boubacar Sankari. Pour cette 20e édition des journées citoyennes, le directeur régional de l'agriculture de Mopti a rappelé les efforts de l'État dans le cadre de l'autosuffisance alimentaire. Jean-Pierre Togo a mis aussi ce cadre à profit pour faire l'état des lieux de la campagne agricole en 5e région. La production nette escomptée pour cette campagne est estimée à 754 400 tonnes de céréales pour un besoin de consommation de 253 500 tonnes. L'exercice de notre noble et exaltante mission a permis de booster la production céréalière en une décennie d'existence de 914 000 tonnes à 1 120 000 tonnes, soit une augmentation de 23%. Au menu des activités, la visite de 2 structures publiques. Il s'agit d'abord de la station régionale FM de l'ERTM Mopti. Ici, le chef de l'exécutif régional a visité les bureaux, les studios, la salle des émetteurs et le pylône. Ensuite, le colonel-major Abbas Dambélé s'est rendu à la Comanave pour visiter le pétrolier et le bateau Modibo Keïta. On a visité aujourd'hui l'ORTM régional de Mopti qui rend un service de qualité. Nous sommes entièrement satisfaits de ce qu'ils font ici dans la région et nous l'avons témoigné à l'occasion à leur directeur général qui était en visite ici. Quant à la Comanave, elle contribue au désenclavement intérieur de notre pays. Nous les encourageons pour leur travail. La visite a pris fin par une balade sur le fleuve à bord du bateau piloté par le chef de l'exécutif régional, colonel-major Abbas Dambélé. Lancement officiel des activités de la journée et du mois de la jeunesse africaine à Fana sous la présidence du ministre de la Jeunesse, Moussa Atayer, représenté par son conseiller technique Doudou Ben-Béchir Nyang, la correspondance de Daniel Fomba. Ils étaient des centaines de jeunes à converger vers Fana ce vendredi 4 novembre 2022 pour magnifier la 15e édition de la journée africaine de la jeunesse. Les différents intervenants lors de cette journée ont chacun mis un accent particulier sur le rôle de la jeunesse dans la consolidation de la paix et la reconstruction. Au Mali, nous représentons 70% de la population, d'où l'intérêt de la célébration de cette journée qui doit permettre aux autorités nationales, régionales ou locales de penser et réfléchir sur la situation de la couche juvénile en proposant des solutions aux différents défis et problèmes auxquels fait face cette couche vulnérable qu'est la jeunesse. Assimi ne va jamais échouer car la jeunesse malienne sera toujours présente à l'appel du devoir. La célébration de la journée africaine sera étalée sur tous les mois et c'est une décision de l'Union africaine. Elle sera célébrée dans les différentes régions ainsi qu'au niveau national. Elle sera argumentée par plusieurs activités socio-éducatives, culturelles, sportives et de loisirs. Des conférences-débats seront organisées sur le thème national et international. Les activités de cette journée ont pris fin par une conférence-débat sur le rôle de la jeunesse dans la consolidation de l'unité nationale et un match de football entre une équipe de Fana et celle des jeunes de Bamako qui s'est soldé par un score vierge.
Grand meeting de lancement et d'implantation du mouvement Arema, Alliance pour la refondation du Mali dans le cercle de Kati. Le président du mouvement en a profité pour rappeler quelques objectifs de son organisation, notamment le soutien de la transition. Reportage Ibrahim Kaokonate, Abdoulaye. C'est dans une ambiance festive que le président du mouvement Arema, Alliance pour la refondation du Mali, et ses alliés ont procédé au lancement et l'implantation du mouvement Akati. La refondation du Mali se veut cette alternative. Je le dis tous les jours, mon intention n'est pas de vexer quelqu'un, mais elle se veut cette alternative à une certaine classe politique à laquelle nous avons tous appartenu. Mais aujourd'hui, qui a besoin d'être réformé, d'être refondé, d'être renouvelé, l'Alliance pour la refondation du Mali est cette classe politique en permanence dans le renouvellement pour incarner les idéaux nouveaux, les Mali Koura, la vision nouvelle pour un Mali indépendant et un Mali souverain. C'est pourquoi elle se veut le lieu d'union, des rassemblements, au sein duquel l'appel est permanemment lancé à toutes les forces vives de la nation de se retrouver au sein de l'Alliance pour la refondation du Mali, parce que c'est l'union qui fait la force. La cérémonie a été une occasion pour le groupement des femmes, des jeunes, la confrérie des chasseurs et les anciens combattants pour véhiculer des messages de soutien aux autorités de la transition. Les anciens combattants se sentent très réconfortés de la confiance placée en eux. Le choix de Kati pour le lancement et l'implantation du mouvement n'est pas fortuit, car la population de Kati, dans son ensemble, adhère aux idéaux de son Excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition et de son gouvernement. Chacun à son niveau, d'apporter notre contribution à la réussite de la transition en soutenant nos autorités. Le mouvement Arema est une alliance de plusieurs forces de la société civile et des partis politiques soucieux de l'avenir du Mali. Les obsèques de la griotte chanteuse Ma Kouyaté numéro 2 ont eu lieu cet après-midi à Faladje. Dans la grande famille Kouyaté, c'est un nombre incalculable de fans et de collaborateurs qui l'ont accompagné à sa dernière demeure. Abdul Karim Kaba pour le compte-rendu. C'est avec consternation que le monde des artistes et du showbiz a accompagné Ma Kouyaté numéro 2 à sa dernière demeure. Issue d'une famille de griots, elle a illuminé dès l'âge de 15 ans la scène musicale auprès des grands griots mandingues. Pour sa famille, ses collaborateurs et ses fans, c'est une grande perte pour les griots, la disparition de Ma Kouyaté numéro 2. Je salue seulement tout le monde, je salue tous ceux qui ont fait des déplacements pour venir assister aux funérailles de ma soeur, de Mali au Burkina, Sénégal, la Guinée. Je salue tout le monde. Je ne fais que remercier le bon Dieu. Une femme extraordinaire, très humble, courageuse, une bonne mère, une bonne sœur aussi. Nous prions pour elle. Humble, gentille et courtoise, Ma Kouyaté numéro 2 l'a été durant toute sa vie. Ma Kouyaté était une grande voix. Elle a apporté une contribution immense à la promotion de la culture malienne, notamment à travers la musique mandingue. Nous prions pour le repos de son âme. Nous prions également pour que sa vie, ses œuvres puissent servir d'exemple aux générations montantes. Les porte-parole des familles Konaté et Kouyaté l'ont fait savoir lors des témoignages. Ses collaborateurs n'ont pas tari de loge à son égard. Une vraie griotte. Vraiment, elle mérite tout ce qu'on leur a dit. On lui a dit vraiment tout. Ma était un artiste, était un griot de valeur, de classe. Et elle a mis le griotisme à sa place. On ne la prenait jamais à défaut. Elle était là comme de l'or pur. C'est une femme, une battante qui répondait présent à tout. Décès survenu à la suite d'une courte maladie, la Maninka Djelimousso ou la griotte mandingue, Ma Kouyaté numéro 2 s'en est allée pour l'éternité. Elle dépose à jamais le micro.
Que Dieu l'accueille dans son paradis éternel. Et c'est tout pour cette édition. Merci et à demain, 20h, Inch'Allah.